semaine de la philosophie se poursuit avec une conférence du philosophe Maxime Revers. Que faire des cons? Alors c'est une sacrée question, hein. C'est tout un programme. Et cette conférence sera suivie d'un débat sur la connerie et les médias. Voilà, les médias ne sont pas épargnés, je ne sais pas s'il y a des journalistes dans le sol. Médias, conneries, débat proposé par Alain Léautier, conseiller éditorial du magazine Marianne, avec Isabelle Perberis, maître de conférence en art de la scène et chercheuse au CNRS, et Benoît Gilles, journaliste, alors lui, vous devez le connaître, journaliste à Mars Actu. Je vous souhaite une très bonne soirée et je laisse la parole à Maxime Revers. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être venu. Bon, alors la connerie, c'est évidemment un objet d'expérience pour nous tous, assez douloureux, assez pénible, agaçant, énervant, qui soulève énormément d'émotions pour nous, puisqu'on la rencontre au quotidien dans toutes sortes de situations. L'une des raisons qui a intéressé Jacques Serrano et les organisateurs de cette semaine de la pop philosophie, c'est justement le fait que ce mot, qui était quand même un peu tabou, qui est un mot d'argot, qui est un mot qu'on évite de prononcer dans des discours trop officiels, ces dernières années, est devenu de plus en plus présent. Mais je crois, pour ma part, qu'il est aussi présent dans nos vies quotidiennes, peut-être plus qu'avant. Et la raison pour laquelle moi, qui suis plutôt un philosophe de type classique, qui m'intéresse à des objets classiques d'histoire de la philosophie, j'ai travaillé beaucoup sur Spinoza. Je vais publier là à la fin du mois une nouvelle traduction de l'éthique à partir du latin, avec 6 annotateurs qui travaillent sur le texte. Je me suis éloigné de ce type d'objets philosophiques, des textes, pour m'intéresser aux cons et aux connes qui habitent notre quotidien. Et en fait, plus précisément, ce qui m'a intéressé, c'est la multiplication dans le monde contemporain des micro-conflits. C'est-à-dire qu'en fait, si ce mot devient de plus en plus présent, de plus en plus fréquemment utilisé, c'est parce qu'en fait, nous vivons de manière conflictuelle un très grand nombre d'interactions qui peut-être auparavant étaient vécues d'une autre manière. Donc, le surgissement en fait de l'argot m'a intéressé à un moment où je me suis dit, il y a peut-être quelque chose qui se passe dans, la manière dont nous vivons ensemble et dont nous vivons nos interactions les uns avec les autres. Alors, encore une fois, on est dans une sorte de parcellisation où en fait les oppositions se multiplient à mesure que en fait elles deviennent plus petites. C'est-à-dire qu'au lieu de, il y a aussi des grandes oppositions frontales, mais on rencontre des contrariétés au quotidien que l'on ne veut plus surmonter, que l'on ne veut plus négocier, et qui engendrent des phénomènes de rejet. Ces phénomènes de rejet sont en partie liés à l'accélération aussi de nos vies et au fait que précisément dans des entreprises qui sont soumises à des impératifs de productivité totalement délirants, et du coup les échanges s'accélèrent. Sur les réseaux sociaux, évidemment, comme vous le savez, on a des espaces de parole qui sont très réduits, donc à nouveau les échanges s'accélèrent, et cette accélération générale, qui a été très bien étudiée par un sociologue qui s'appelle Hartmut Rosa, son livre s'appelle « Accélération », il en a fait d'autres depuis, mais c'est un très beau livre. Cette accélération générale nous porte plus facilement à, je dirais, à des attitudes de rejet, dans l'idée que justement le rejet, c'est ce qui part au conflit, ce qui part au plus pressé, justement en considérant qu'en face de soi, on a quelqu'un qui n'est pas digne d'être un interlocuteur ou une interlocutrice, et c'est ce qu'on appelle un con ou une conne. Alors, sur ces bases, moi, ce qui m'a intéressé dans l'usage de ce terme, c'est qu'il y a un petit problème, il y a quelque chose qui révèle de la personne qui parle,
et qui me semble absolument fondamental par rapport à la bêtise ou à d'autres synonymes qu'on pourrait lui trouver et qui sont des synonymes plus apaisés. C'est précisément que quelqu'un qui parle de con ou de conne, quelqu'un qui juge quelqu'un d'autre de cette manière-là, a visiblement perdu son sang-froid. Parce que l'usage de l'argot, c'est justement fait pour exprimer des émotions qui sont intenses. Ça signifie que même si c'est un jugement qu'on émet, et un jugement sur lequel on peut revenir, c'est un mot français très spécifique, c'est très difficile à traduire dans les autres langues, puisque ça unit en fait deux choses, je dirais un défaut d'intelligence, c'est l'aspect un peu cognitif, là, mental. Un con, une conne, c'est quelqu'un qui n'a pas réfléchi ou qui ne réfléchit pas bien dans le moment où il fait une connerie. Et puis d'autre part, il y a un élément de malveillance, un élément de défaut moral et justement de mauvaise volonté. C'est-à-dire que non seulement la personne n'est pas très maligne, mais en plus, visiblement, elle ne fait rien pour le devenir. Il y a vraiment une mauvaise volonté. Donc c'est ces deux éléments qui s'expriment dans ce mot, encore une fois, qui est difficile à traduire. La version anglaise de « Que faire des cons », c'est « How to deal with idiots », par exemple, qui me laisse un petit peu insatisfait, mais voilà, en anglais, soit les mots étaient extrêmement vulgaires, soit il fallait diminuer justement cette intensité. En français, on a cette volonté de juger, mais de juger d'une manière extrêmement agressive. Donc, à partir de là, on a un dispositif que la philosophie va pouvoir éclairer d'une manière intéressante, puisqu'en fait, on va pouvoir étudier à la fois comment le conflit se constitue et aussi comment les émotions entrent en jeu pour justement emballer les choses de manière incontrôlable. Alors, pour essayer de réfléchir ensemble à ce que c'est que la connerie et à comment y faire face, je me suis dit que peut-être le plus simple, c'était de partir d'une situation concrète, c'est-à-dire celle où vous êtes en face de quelqu'un que vous jugez. Donc c'est n'importe quoi, hein, je veux dire, c'est un acte d'incivisme dans la rue, c'est quelqu'un de votre famille qui vous tient un discours abracadabrant le soir de Noël, c'est votre compagnon ou votre compagne qui vous dit d'un coup des choses totalement absurdes et qui vous porte pour le coup à changer de regard sur lui ou sur elle. Toutes ces situations-là, en fait, sont des situations où, à partir d'un élément premier, d'un comportement, on entre dans un jugement où, effectivement, comme je l'ai déjà décrit, on rejette massivement la personne qu'on estime être un con, une conne. Par là, comme vous l'avez compris, en fait, on devine qu'il n'y a jamais un con, il y en a toujours deux. Il y a celui qui fait quelque chose, disons, qui crée l'étincelle du conflit, et il y a le deuxième qui prend la suite et qui, au lieu de chercher à comprendre, qui est le premier élément de l'intelligence, et de montrer de l'empathie, qui est le deuxième élément plutôt moral, qui est de l'ordre du cœur, effectivement rentre dans l'aveuglement, n'est-ce pas, et le rejet. Donc de ce point de vue-là, en fait, encore une fois, c'est peu dire que la connerie, c'est contagieux. La connerie, c'est interactionnel. C'est un mot que j'ai forgé et que depuis, je décline dans d'autres situations. Il y a beaucoup de choses qui dépendent plus des interactions que des personnes. Et donc la connerie, c'est pas qu'il y a un con et que ça va se communiquer aux autres. C'est que si vous pensez qu'il y a un con, c'est qu'il y en a un qui est en train de naître à l'intérieur. Il y a un côté un peu alien, il y a un côté un peu effrayant parce que justement, il va parler. Il va vous faire parler, il va vous faire des choses. Donc, il me semble que le moment où tout devient noir, c'est une erreur de catégorie que nous, philosophes, on connaît bien, puisque c'est une mauvaise application de la causalité. En général, quand quelqu'un fait quelque chose qui vous semble sortir, je dirais, du champ du souhaitable, c'est probablement qu'il y a un ensemble de facteurs qui déterminent son comportement ou son discours. Sauf que vous,
au moment de juger que c'est un con ou une conne, vous attribuez, c'est-à-dire vous imputez directement le discours ou l'acte à la personne selon une causalité linéaire, c'est-à-dire il ou elle dit ça ou fait ça, et c'est lui la cause. Donc, vous vous trouvez en conflit avec une personne que vous avez abstraitement isolée d'une complexité qui n'est pas seulement la complication des choses. Hein. La complexité, ce sont les réseaux circulaires de causes qui vont engendrer des situations de conflit. Du coup, mon premier élément, ce à quoi je voudrais vous rendre sensible dès le début de cet échange entre nous, c'est précisément le fait que lorsqu'on identifie un con ou une conne, on est en train d'occulter tout ce qui permettrait de le comprendre dans les deux sens du terme comprendre, c'est-à-dire de connaître d'où vient l'événement qui nous fait mal ou qui nous contrarie, et de le comprendre aussi comme, je dirais, un fellow human, un proche, un autre être humain avec lequel on peut rentrer également en dialogue ou en négociation. Donc, reconstruire la causalité, en fait, on peut dire, que, je vais m'exprimer autrement, la causalité, c'est la première chose qui s'effondre lorsque vous croyez les spectateurs de la connerie. En fait, encore une fois, il n'y a jamais de spectateurs, la connerie n'a que des complices. Donc, si vous voyez quelqu'un et que vous le jugez de cette manière, c'est que vous êtes en train d'en devenir un, je n'y reviens pas. En ce sens, vous êtes plutôt complice de la connerie que son adversaire. Et ensuite, ce qui s'effondre, c'est votre notion de la causalité. C'est-à-dire que là, d'un coup, vous êtes en train de perdre complètement la notion de la complexité et vous avez réduit votre horizon à une personne que vous prenez pour la cause de vos souffrances. Ça ne marche pas du tout comme ça. Personne n'est la seule et unique cause d'une situation, puisque toute situation en ce monde est faite d'une multiplicité de facteurs. Et donc, au lieu de causalité linéaire, il faut penser des choses réticulaires très compliquées, enfin pour le coup complexes, c'est-à-dire qui fonctionnent comme de manière un peu rétroactive, comme ça. Donc tout ce que vous faites va induire des rétroactions sur vous, et ça, si c'est le cas pour vous, c'est le cas pour tous les acteurs d'une situation. Donc, je vous propose de passer de l'idée d'un con ou d'une conne à l'idée d'une configuration. À chaque fois que vous êtes dans une situation de conflit, c'est parce qu'il y a une configuration qui fait en sorte que la personne en question entrave ou je dirais, interfère avec votre espace de vie, avec votre existence, etc. Le problème n'est pas la personne en elle-même. Pensez aux pommes pourries. Voilà, parmi les pommes, il y a des pommes pourries. Ça n'est pas un problème tant qu'on ne vous demande pas d'en manger. Le problème peut se produire si vraiment vous croquez dedans. C'est un peu la même chose, c'est-à-dire que personne ne vous demande de croquer dedans, de croquer à pleines dents dans la connerie, ce qu'on fait tous régulièrement. L'idée, c'est plutôt de redéployer ce qui justement vient de s'effondrer au moment où vous êtes contrarié, et c'est, encore une fois, votre conception de la causalité. Donc il va falloir travailler à redéployer ce que c'est qu'un événement, non pas en l'attribuant à une personne, mais, encore une fois, en la redéployant dans une configuration. Ça, c'était un peu le premier élément que je voulais rendre sensible ce soir. Alors, vous allez me dire, oui, mais attention, il y a quand même des comportements inacceptables, il y a des choses qu'on ne peut pas laisser faire, les gens sont responsables de ce qu'ils font, on ne peut pas non plus chercher sans cesse les causes, il y a des limites à ne pas dépasser, etc. Alors, je crois que là, ça mérite qu'on aille plus dans le détail, puisqu'en fait, ces limites à ne pas dépasser, en général, ce sont des lois. Et donc, il y a plusieurs cas de figure. Il y a des cas de figure où ces lois existent, c'est-à-dire qu'elles sont
dans le code civil, n'est-ce pas? Ce sont des lois positives, on appelle ça en philosophie, parce qu'elles ont une existence positive au sens d'objectif, de réel, vérifiable. Donc il y a des cons qui violent la loi, d'accord? Et puis il y a des cons qui violent une loi qui n'existe pas, qui n'est pas écrite, qui est une loi morale, parce que, je ne sais pas, piquer une colère vraiment homérique quand on est contrarié, ça pourrit la vie de ceux qui vous entourent, mais ça n'est pas interdit par la loi. Voilà. On ne va pas en prison si on se met en colère. Et pourtant, ça peut être vraiment un signe de connerie aiguë, quoi. Donc, ou ne pas se mettre en colère aussi, hein, c'est-à-dire laisser tout faire et se laver les mains de tout. C'est ça aussi qui rend le jeu assez amusant quand on essaye de définir la connerie, c'est que si vous prenez une définition quelconque, vous pouvez aussi prendre la définition opposée, hein, puisque en fait, elle se trouve toujours de tous les côtés. Dans tous nos comportements, il y a comme ça des excès, ou des versions qui permettent d'y retrouver de la connerie. Lorsque on se trouve dans le cas d'un con qui viole une loi civile, c'est-à-dire qui fait vraiment quelque chose qui est interdit par la loi, la difficulté, c'est que ce qui est prévu, c'est que l'État, qui est donc l'instance qui émet les lois, prenne le relais, n'est-ce pas? Donc, vous pensez que celui qui a brûlé un feu rouge, il devrait être puni. Je vais prendre plus tard des exemples un peu plus dramatiques, mais je voudrais pour l'instant qu'on reste à des choses relativement simples. Il se trouve que la punition n'est pas faite, et je vois que surtout les jeunes générations ont tendance à l'oublier trop souvent, la punition n'est pas faite pour venger qui que ce soit du dommage qui a été fait. La punition qui est prévue par les lois, elle a deux fonctions. D'abord, elle a une fonction préventive, c'est-à-dire qu'elle est censée faire suffisamment peur pour qu'on ne fasse pas l'acte interdit, mais surtout, lorsque les flics font bien leur travail, ils arrivent à le faire même sans poser d'amende, elle a pour fonction la conscientisation de ce qu'on fait. C'est-à-dire, il faut faire en sorte que la personne qui, justement, se trouve de l'autre côté de la loi, elle prenne conscience qu'en fait, ça n'est pas du tout une bonne idée. Ça n'est pas du tout une bonne idée, même pour elle, de faire ce qu'elle est en train de faire. De prendre une rue à contresens, de s'improviser des comportements qui, justement, sont interdits par la loi. Donc, la question qu'on doit se poser, nous, les gens qui ne sont pas cons, ou qui essayent de ne pas l'être, quand on est confronté à un con ou à une conne qui viole une loi, c'est pas du tout de monter sur nos grands chevaux en essayant de nous faire les relais de la force de la loi. C'est plutôt de se demander quelles vont être les procédures qu'on pourrait mettre en œuvre de conscientisation, c'est-à-dire au lieu de punir, parce que punir c'est fait pour conscientiser, mais quand on n'a pas les moyens de punir, il faut conscientiser autrement. Je vous dis ça parce que ça fait partie des choses qui ont compliqué les questions d'harcèlement. Parce que le harcèlement, on peut l'interdire et on peut mettre en place des procédures juridiques qui permettront de punir les coupables de harcèlement. Mais si, au moment où les choses se passent, on a conscience qu'il n'y a rien d'autre, le seul objectif qu'on a, c'est de faire que la personne, 1, arrête, et 2, prenne conscience de ce qui se passe, alors il est possible de ne pas nécessairement attendre que la loi s'en mêle. C'est d'autant plus nécessaire, en fait, que pendant qu'on met en place des lois, ce qui est souhaitable, puisqu'encore une fois, il faut avoir des procédures de conscientisation, donc il faut des punitions, il faut que ce soit interdit par la loi. Mais pendant ce temps, les victimes, en fait, elles vont devoir passer par des procédures qui sont extrêmement lourdes parce que la définition de l'État, c'est que c'est une machine très lourde. On peut faire des réformes, on peut faire en sorte que la justice fonctionne plus rapidement, etc. Mais on ne fera jamais en sorte qu'elle fonctionne suffisamment rapidement pour que ce ne soit pas, en quelque sorte, une double peine pour la victime. C'est-à-dire que non seulement vous subissez quelque chose qui est interdit par la loi,
Mais en plus, vous allez devoir prendre sur vous de faire toute une série de démarches qui sont extrêmement lourdes, qui ne sont pas exactement agréables, qui sont lentes, et ainsi de suite. Donc, pour conclure sur ce premier cas, le cas où la loi civile interdit l'acte de connerie, j'insiste sur le fait que l'enjeu, ce n'est pas tellement de punir au sens de se venger de la connerie des gens. L'essentiel, c'est de faire en sorte que les cons, les connes, ceux qui ont des comportements, encore une fois, qui sont infects avec leurs subalternes, qui ont voilà, toutes les formes de harcèlement qu'on peut imaginer, mais c'est un exemple parmi d'autres, nous sommes à même d'entrer en dialogue avec eux et perdre cette agentivité, comme on dit en philosophie, c'est-à-dire perdre cette marge de manœuvre et sans cesse s'en référer à l'État pour nous venir en aide, c'est une manière de perdre notre liberté. Donc je ne plaide pas pour la liberté de se comporter mal. Au contraire, je plaide pour la liberté de chacun d'entrer en dialogue immédiat avec ceux qui se comportent mal, parce que c'est comme ça, de toute façon, que l'on répond à des comportements inacceptables. C'est justement, encore une fois, j'insiste, par la conscientisation. Alors, il y a un autre cas qui est le pendant de celui-ci. Je vous rassure, entre parenthèses, on va discuter après. Hein. Donc, si vous êtes en train de bouillir en vous disant « mais jamais de la vie, qu'est-ce qu'il raconte ?» on va se parler dans un instant. Mais le deuxième cas, c'est le cas que j'ai mentionné tout à l'heure, où en fait, il y a des comportements qu'on ne peut pas interdire par la loi. Si votre beau-frère est complotiste, on essaye en ce moment de mettre en place une régulation des contenus, etc. Mais de toute façon, il y a des gens qui croiront à toutes sortes de choses. Et on aura beau leur dire comment on doit se comporter dans un théâtre, invariablement, il y a un compte téléphone, mais ce n'est pas un propriétaire, c'est le téléphone lui-même qui sonnera. Ça, bon, on ne va pas la sortir, la dame. Je veux dire, c'est voilà. Donc, il y a des choses qu'on est obligé de laisser advenir. Il faut les laisser advenir parce que ça fait partie des choses que si on les interdisait, alors vraiment, vraiment ce serait dangereux. C'est-à-dire qu'il ne serait plus possible de respirer. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas seulement le fait qu'on vous l'interdise ou qu'on vous dise quoi faire, je dirais de manière un peu paternaliste. Ce n'est pas ça, en fait, qui détruit la liberté. Ce qui détruit la liberté, c'est ce que j'ai décrit tout à l'heure. C'est l'idée que quand on a des conflits, on doit s'en remettre au grand État qui, lui, va venir régler le conflit à notre place. Encore une fois, premièrement, ça ne marche pas bien, l'État, hein, mais c'est normal, ça n'a jamais très bien marché. Deuxièmement, c'est trop long, donc vous allez quand même vous retrouver victime, et puis après, vous irez vous plaindre, et vous verrez que ça va pas vraiment ramener ce que vous avez perdu. Et troisièmement, et ça c'est ce qui m'intéresse le plus, c'est comme ça qu'on perd sa liberté d'agir, c'est-à-dire de prendre le taureau par les cornes et d'agir soi-même pour améliorer ce que j'appelais tout à l'heure la configuration. Donc, cet aspect-là que j'appelle la conscientisation, il me semble absolument indispensable de comprendre que c'est un levier, c'est le levier par lequel nous sommes libres, et il ne dépend que de la posture de tous les agents d'une situation. Donc, remettons le couvert autour de la table familiale, n'est-ce pas ? Installons-nous avec le fameux beau-frère, l'oncle ou la tante qui vous tient des propos inacceptables, voilà, que vous jugez inacceptables, quels qu'ils soient. Et comprenons non seulement qu'on a affaire à une configuration, donc ce n'est pas tellement la personne qui importe, mais c'est vraiment la configuration. Peut-être que vous avez envie d'aller faire la vaisselle pendant qu'il parle, ça peut être une des solutions.
mais surtout, comme ce qui crée le conflit, c'est la posture de chacun, en fait, il y en a un des agents qui est à votre portée. C'est vous. Si vous prenez conscience de ça, c'est-à-dire que dans toute situation, il y a un agent sur lequel vous avez prise, qui va répondre en fait de manière... alors c'est pas toujours comme on veut, c'est-à-dire qu'il répond, mais quand on est quand même pris par l'émotion, il faut savoir aussi s'écouter et pas se violenter soi-même non plus. Mais c'est avec vous que ça commence. Et c'est important de le comprendre parce qu'on a tendance à penser que si on prend soi-même l'initiative d'apaiser les choses, on accepterait du coup d'être en partie coupable du conflit. Et ça, je crois que c'est vraiment quelque chose qui nous plombe, cette notion ce refus de prendre l'initiative de paix. Considérez qu'en réalité, il n'y a pas d'autre issue. Puisque si tout le monde, alors que le conflit est en train de prendre de l'ampleur, considère qu'après tout, ça n'est pas à moi de faire le premier pas, et que tout le monde autour de la table se dit « ça n'est pas à moi de faire le premier pas », c'est presque sûr que vous allez tous finir dans le décor. Il y a une logique comme ça de groupe qui fait que les choses vont s'envenimer. Donc, ne vous dites pas, mais ça marche même dans les conflits individuels, à deux, ne vous dites pas que c'est à l'autre de changer ou de vous demander pardon, qui est une chose sur laquelle je suis en train de travailler en ce moment d'ailleurs, sur qui demande pardon à l'autre dans un conflit entre deux personnes. Faites-le vous. Surtout si c'est la personne en face qui, à vos yeux, a tort, prenez conscience que vous avez des leviers pour transformer la situation. Vous n'êtes pas les profs des cons. Vous n'avez pas besoin de... D'ailleurs, ça ne marche pas très bien. Vous n'avez pas besoin de donner des leçons. Ce que vous cherchez, c'est à transformer les situations. Transformer la situation, comme je viens de le dire, ça se fait d'abord en commençant soi-même par changer de posture. Donc changer de posture, ça ne signifie pas accepter que vous-même vous ayez une responsabilité morale dans le conflit. C'est plutôt accepter que vous avez une agentivité morale dans le conflit, c'est-à-dire que vous pouvez agir dessus. Vous comprenez ? Ça n'est pas du tout culpabilisant, c'est libérateur, c'est émancipateur. C'est-à-dire que c'est parce que vous acceptez que vous avez une prise dessus que vous allez pouvoir justement modifier les choses. Et donc au lieu de dire c'est ta faute et c'est toi qui dois changer, acceptez de dire la faute, on en parlera plus tard, d'ailleurs je vais en parler dans un instant, mais pour commencer, ce qui m'intéresse, c'est que les choses changent. Et pour que les choses changent, la première chose à changer, c'est moi. Alors, encore une fois, c'est par ce biais, vous l'avez compris, que j'essaye de revenir sur le dispositif que j'ai décrit en début de conférence, qui est justement la circularité de la connerie, c'est-à-dire vous identifiez quelqu'un comme un con, en fait vous êtes en train d'en devenir un, et c'est ce conflit qui va vous manipuler comme si vous étiez une marionnette. Essayez de contrôler, enfin pas de contrôler, justement d'annuler en fait ce qui va s'emballer dans ce dispositif. Ça suppose encore une fois, pas seulement de considérer la configuration dans son ensemble, mais aussi de considérer que le premier point d'accroche, c'est vous. Alors, vous allez me dire, oui, mais si quelqu'un fait quelque chose de grave, c'est quand même à lui ou à elle de modifier son comportement. En fait, je voudrais maintenant attirer votre attention sur quelque chose qui se passe entre deux personnes quand on se juge. C'est plus rare dans les couples parce que là, je voudrais étudier un cas où la tension est forte, c'est-à-dire où le rejet est massif, c'est-à-dire que profondément, vous êtes convaincu que votre patron, votre collègue, le parent d'élève quand vous êtes prof, ou le prof quand vous êtes parent, c'est vraiment un con, quoi. C'est-à-dire qu'on ne pourra rien en tirer. Et dans cet état d'exaspération, en fait,
Ce que j'ai identifié, c'est quelque chose comme du désespoir. Et ce désespoir, en fait, il est un peu difficile à décrire, mais je vous propose de le considérer comme un naufrage, ce que j'appelle un naufrage interactionnel, c'est-à-dire qu'en fait, en tant que nous sommes tous des êtres humains, nous avons tous une tendance naturelle à nous considérer comme, je dirais, les frères et sœurs les uns des autres. En particulier, comme des êtres susceptibles d'émettre un discours de vérité. C'est-à-dire que, malgré tout, je crois qu'on est tous d'accord dans cette salle que 2 plus 2 font 4, que le carré, la somme du carré des deux côtés d'un triangle rectangle est égale au carré de l'hypoténuse, des choses comme ça. Donc nous sommes tous d'accord sur certaines vérités. Nous sommes tous susceptibles d'être des sujets de vérité. Dans le moment d'exaspération que je décris maintenant, il y a quelque chose qui se perd et qui est justement la confiance dans la capacité de l'autre à comprendre une vérité ou à émettre une vérité. Vous, évidemment, vous êtes tombé dans le panneau de lui expliquer la vérité. Vous lui dites, mais voilà ce qui se passe, la situation c'est celle-là, tu comprends rien, tu as tout raté, je t'explique, parce que moi je suis intelligent, parce que moi je sais, parce que je comprends, et donc je vais t'expliquer. Il se trouve que, du fait des interactions, cette attitude est immédiatement symétrique, puisque la personne en face, elle est convaincue du contraire, et qu'elle aussi, soit pendant que vous parlez, soit au moment où elle va prendre la parole, elle va se mettre à vous expliquer que c'est vous qui vous trompez et que donc il faut l'écouter elle, parce qu'elle, elle sait, parce qu'elle a la connaissance, parce qu'elle a le droit, etc. Donc il y a tout un vocabulaire là autour de ce conflit qui va en réalité s'effondrer à l'intérieur. C'est pour ça que je parle de naufrage, c'est-à-dire qu'il y a des mots qui sont adressés par des gens à d'autres gens et qui en réalité s'effondrent au milieu parce que la confiance dans la capacité de l'autre à formuler une vérité, à être un sujet de vérité, s'est perdue. Et donc, ces propos-là ne servent à rien, puisqu'en fait, ils ne reconstruisent pas ce qui vient juste de s'effondrer, et qui est, encore une fois, ce lien qui nous tient et qui nous convainc de notre commune humanité, en quelque sorte. C'est très embêtant parce que même les gestes de bonne volonté peuvent être interprétés justement comme une manière d'être passif-agressif, comme de la manipulation, etc. Je ne dis pas que ça n'existe pas, je dis que quand le naufrage a eu lieu, il n'y a presque plus moyen de restaurer la confiance entre deux individus. En fait, ils ne se considèrent presque plus comme des êtres humains. C'est aussi pour ça que ces mots sont intéressants, le con, la conne. Ce sont des mots qui sont, encore une fois, chargés d'une émotion. Cette émotion, j'ai tendance à la ramener plutôt vers le locuteur, celui qui parle, mais elle témoigne surtout aussi d'une sorte d'aveuglement sur le fait que je ne reconnais plus mon semblable comme mon semblable. Là. Je suis prêt à tout, d'une certaine manière. Donc quand on perd notre humanité, c'est pas de la rigolade, c'est-à-dire que c'est réellement dangereux. Il me semble que l'une des stratégies les plus efficaces, donc la moins efficace, vous la connaissez tous parce qu'on tombe dedans régulièrement, c'est de pérorer et de donner des leçons. Pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Justement parce que comme la confiance s'est effondrée, on essaie de la récupérer en disant « Écoute, je vais te dire que j'ai raison et je vais t'expliquer avec mes raisons que c'est comme ça qu'il faut faire ou que c'est comme ça que je vis les choses et que je ne les vis pas à tort et que tu dois partager, tu dois accepter de partager ce que j'essaye de remettre en commun. » Donc ça ne fonctionne pas. Encore une fois, je ne réexplique pas, la raison pour laquelle ça ne fonctionne pas, c'est que vous n'êtes plus vous-même, aux yeux du con ou de la conne, un sujet de vérité. Donc, parle toujours, de toute façon, vous avez perdu vos moyens, de toute façon, tu es folle, de toute façon, tu n'as rien compris, mais ce n'est pas du tout. Donc, vous rencontrerez un déni qui est justement l'indice que la confiance s'est perdue.
Le moyen donc ça, c'est la stratégie qui ne marche pas, mais c'est celle qui reviendra régulièrement. C'est très difficile de ne pas donner de leçons, encore une fois, parce que c'est un réflexe naturel de restaurer la communauté de parole en prenant l'initiative. Renoncer à ça et considérer l'option inverse, qui consiste à accueillir, à encourager le discours de l'autre. Mais surtout, parce que c'est quand même très pénible à écouter un con ou une conne, surtout pendant très longtemps, en général, ils parlent beaucoup, mais pas tous, il y a aussi des cons très taciturnes qui veulent rien dire, qui veulent rien lâcher, ils veulent pas expliquer, c'est comme ça et c'est tout. De toute façon, je suis comme ça. Dans tous les cas, j'ai observé que l'une des manières les plus efficaces de restaurer ce que j'appelle la confiance dans notre capacité à la vérité, c'est d'encourager au récit. Pourquoi ? Parce que dans une narration, la valeur de vérité est immédiate. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas dire, enfin, vous pouvez penser que ça ne s'est pas passé comme ça, mais vous ne pouvez pas dire que le récit n'existe pas. La manière dont on raconte les choses, elle peut être déformée, elle peut être erronée, mais elle raconte quelque chose. Et peut-être que c'est une fiction, peut-être que c'est un conte de fées, peut-être que c'est un cauchemar. Mais ça, vous ne pouvez pas dire, c'est pas comme 2 et 2 font 5. Ce 2 et 2 font 5, c'est faux. C'est-à-dire qu'il y a un usage là des signes mathématiques qui fait que non, non. Alors que dire, tu sais, c'est toi qui as commencé en me disant ceci, en me disant cela, j'étais contrarié parce que, etc. Là, vous avez un discours qui commence à se mettre en place, qui encore une fois est une narration, qui est un récit, et ce récit comme tel, il n'est même pas destiné à ce que vous soyez d'accord. Je veux dire, vous savez bien que quand on lit un roman, on ne se demande pas « est-ce que je suis d'accord ?» On écoute l'histoire, on suit l'histoire. À vrai dire, il y aurait des choses peut-être qu'il y aurait des moyens d'être d'accord ou pas d'accord avec des romans, mais dans le cas des cons, lorsque la confiance s'est perdue, le récit, c'est une manière justement de restaurer progressivement la confiance que l'on a soi-même dans la capacité de l'autre à dire quelque chose de vrai, ne serait-ce que son émotion, pour qu'ensuite, peut-être, on ait la place à son tour de dire à son tour son émotion. Donc il y a quelque chose de vraiment fondamental dans le fait de raconter, d'avoir recours au récit et d'accepter en fait, au lieu de s'affronter autour d'une logique moralisante, de plutôt se réconcilier, c'est un grand mot parce que normalement un con ça ne se réconcilie pas. Hein. Les cons ils sont contre de toute façon et d'ailleurs c'est votre faute et en général il leur faut du temps. Mais même en acceptant cette question rythmique, il y a quelque chose qui se calme, qui s'apaise, et en fait la connerie peut s'évaporer en quelque sorte, lorsque justement, à mesure qu'on retrouve cette co-humanité, cette capacité à formuler des choses que l'on ne considère pas, que l'on ne rejette pas, que l'on ne considère pas immédiatement comme fausses ou inacceptables. Voilà. Alors, au fond, avec cette histoire de récit, on sort du jugement dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que sur les choses les moins graves, il est possible de laisser de côté la question du jugement moral pour adopter plutôt, encore une fois, une attitude narrative, d'écoute de la narration, quitte à ce que vous n'en pensiez pas moins, et ensuite de formulation d'une narration personnelle. Alors vous me direz, attendez là, tout ça c'est bien joli, mais il y a des cas graves. Il y a des hommes qui battent leurs femmes. Ça c'est... Donc il y a quand même des limites qui sont... Alors pour le coup, ça c'est interdit par la loi, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, la loi civile, c'est toujours trop long, c'est toujours trop lent. Donc il faut quand même des solutions alternatives à la question de la loi.
eh bien c'est justement, enfin de la loi civile, et c'est justement là que la loi morale a son sens. Et je voudrais insister là-dessus, je ne suis pas du tout un immoraliste, mais la loi morale, elle est faite pour détruire des interactions. Donc ça s'utilise de manière parcimonieuse. C'est un peu comme la bombe atomique, c'est-à-dire il faut être sûr de ce qu'on veut faire lorsqu'on mobilise la loi morale. Parce qu'encore une fois, elle ne peut faire qu'une seule chose. En fait, elle peut faire deux choses, la loi morale. Elle peut prendre le relais de vos émotions, parce que vous allez pouvoir exprimer, je dirais, une colère de manière très majestueuse, n'est-ce pas? Parce que vous allez vous draper des habits d'un juge, et étant juge, vous allez pouvoir dire de manière très belle, très tragique, très emportée, une émotion qui est très intense. Ça, c'est l'une des fonctions de la morale. Mais dans le cas où vraiment les choses sont graves, il me semble que la loi morale, elle est aussi faite, l'idée qu'il y a vraiment des choses qu'on ne peut pas accepter, c'est principalement destiné à détruire l'interaction qui est nocive, c'est-à-dire à aider, je ne sais pas, la femme battue à quitter son compagnon. Hein. Évidemment, à aussi aider le compagnon à conscientiser, c'est-à-dire à prendre conscience de où il est, de ce qu'il fait, de ce qui le prend, de ce qui l'emporte dans des comportements qui sont justement inacceptables. Mais encore une fois, la loi morale, elle est faite pour ces cas extrêmes où en effet, il n'y a pas d'autre solution que de détruire l'interaction. Mais dans tous les autres cas, lorsqu'il s'agit de votre père ou de votre mère ou de votre fille ou de votre beau-fils ou de je ne sais qui, c'est-à-dire de personnes avec lesquelles vous ne comptez pas détruire l'interaction, eh bien encore une fois, j'insiste, il vaut la peine de prendre l'initiative de paix et de la prendre en termes d'écoute. Prendre l'initiative, c'est commencer peut-être déjà par accepter soi-même de se taire, de renoncer à cet effort désespéré que je décrivais tout à l'heure pour refaire partager sa vérité et laissant de côté cet aspect-là, accueillir en fait une vérité qui est douloureuse. C'est pas facile, c'est extrêmement douloureux. Moi-même, je l'ai vécu dans une situation de colocation où, avec mon colocataire, on est entré dans un conflit qui était très tendu, qui a même donné naissance en fait à ce livre Que faire des cons, parce que j'étais incapable de faire autre chose. Parce qu'on habitait quand même ensemble, donc c'était très très tendu. Et donc dans ces situations-là dont on ne peut pas se sortir suffisamment vite, encore une fois, il est indispensable d'avoir recours à ces procédures, ouais, à ces stratégies, en fait, par lesquelles, vous l'aurez compris, le con qu'on travaille, c'est pas vraiment la personne en face, c'est la situation dans son ensemble, et c'est aussi la connerie qui est en train de gagner en soi. Ça, je crois, c'est un point important. De ce point de vue-là, je dirais que il va falloir aussi accepter que ça ne marche pas complètement, parce que la personne à l'extérieur, ça restera une autre personne, c'est-à-dire qu'elle ne va pas complètement entrer dans, je dirais, cette réconciliation et cette paix, surtout si c'est un con de compétition, comme j'ai eu la chance d'en avoir un sous mon toit, qui est assez résolu, entraîné, enfin quelqu'un qui a quand même, qui n'est pas nouveau dans la carrière, hein, qui a de l'expérience, tout ça. Donc avec eux, il ne faut pas non plus surinvestir l'idée même de la paix, de la concorde. Il va plutôt falloir accepter qu'il y a aussi des limites à notre idéal de paix, de bien-être, de bien vivre ensemble, etc. Peut-être que ça, c'est une source possible de conneries. Une société utopique, c'est aussi, ne pas accepter de vivre dans ce qu'Aristote appelle le sublunaire. Le sublunaire, c'est tout ce qui se passe en dessous de la Lune. Et en dessous de la Lune, les corps et les relations entre les corps n'ont pas la perfection des corps célestes. On vit dans quelque chose qui est fragile, qui est aléatoire, qui est imprévisible, qui est insatisfaisant. Et donc, pour conclure et pour maintenant vous donner la parole,
je voudrais insister là-dessus, c'est-à-dire sur le fait que tous ceux qui parlent de conneries, encore une fois, j'insiste, sont en train de devenir ce qu'ils prennent pour objet. Ça, je crois, c'est la principale proposition philosophique que j'ai à faire sur ce thème. C'est pour ça que j'ai choisi ce mot. C'est pour ça qu'il me semble dangereux d'utiliser ce mot. Je ne l'utilise pas pour m'amuser, en fait. Je l'utilise pour attirer votre attention sur précisément le fait qu'il va falloir quand même qu'on revienne à une conscience des émotions, de ce qu'on ressent, de la complexité des situations qui nous permettent de rétablir les choses. Hein. Parce que si on est prisonnier de cette manière de s'exclure les uns les autres, alors réellement, ça va plus être possible de faire société, quoi. Donc ça, c'est vraiment un premier point que je voudrais partager avec vous. Et puis, la deuxième chose, là, comme conclusion, qui me tient à cœur, c'est justement d'accepter cette dimension de la frustration, c'est-à-dire que dans les rapports humains, dans les interactions humaines, ça ne peut pas toujours se passer bien. En revanche, ce qu'il est de la responsabilité de chacune, de chacun d'entre nous, c'est justement d'avoir conscience de cette agentivité dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire cet effet de levier, du fait qu'à partir de chacun d'entre nous, on peut créer des effets qui s'observent dans notre vie individuelle autour de nous, mais au quotidien. C'est un exercice. Hein, les stoïciens de l'Antiquité étaient des philosophes qui aimaient beaucoup comparer ça à l'entraînement physique. Hein, pour eux, c'était vraiment quelque chose, c'est tous les jours, à chaque fois que vous avez une contrariété, remobiliser le fait que, attention, la connerie vous guette à tout moment, elle vous rattrape à tout moment, et donc c'est un exercice, c'est pas réservé aux grands sages, c'est un exercice pour tout le monde de rétablir les choses, de reconsidérer encore une fois ses postures et de se déplacer à l'intérieur de ses propres comportements. Donc, à ce titre, les cons et les connes qui vous entourent sont plutôt des occasions, des aides, en fait, des opportunités, et je dirais même des chances, pour vous permettre de vous entraîner à ce travail qui est peut-être l'un des plus importants qu'on ait à faire dans cette vie. À partir de là, je voudrais recevoir votre question, mais déjà, j'ai parlé plus de 40 minutes, donc je vous remercie de votre attention. On va faire passer un micro dans la salle, donc vous connaissez le protocole, vous levez la main quand vous avez envie de parler et on vous amènera le micro. Il y a une main déjà qui se lève, plusieurs même. Merci pour cette intervention. Mais alors, serions-nous tous des cons ici d'être venu quelqu'un parler de que faire des cons ? Incontestablement, et moi-même, en fait, à partir du moment, c'est pour ça que j'avais donné à mon livre « Que faire des cons » parce que c'est une posture d'arrogance. Et vous êtes venu en vous disant « Ah, ça va être chouette, on va entendre parler des cons », en vous disant « J'en suis pas un de toute façon, donc ça m'intéresse parce que j'en ai plein autour de moi. » Non, c'est pas ça. Non, vous êtes venu apprendre que la connerie, en fait, renaît d'autant plus fortement que l'on adopte cette posture d'arrogance. Et moi-même, je me retrouve à donner des conférences sur ce thème, perpétuellement restauré dans l'arrogance, puisque voilà, je suis là, on m'éclaire comme si ce que j'ai à dire était important ou intéressant, alors qu'en réalité, je ne suis là pour rien d'autre que pour travailler, pour faire ce travail que je viens de décrire, et qui est une manière de peut-être déplacer, justement, me déplacer en dehors de cette posture d'arrogance. Donc, d'une certaine manière, je dirais que la confiance et l'honneur et le plaisir que vous me faites en étant présent ce soir, ça, pour moi, c'est le problème. C'est la forme du problème. Donc, il faut que je me débrouille avec ça, accepter d'être joyeux, mais pas non plus me prendre pour une star. Des choses comme ça, en fait, qui vont à tout moment, dans n'importe quelle configuration, il y a vraiment moyen de devenir con. Hein. Et donc, c'est ça, en fait, l'enjeu.
y compris quand on est spectateur, tranquille, à l'ombre, j'avais envie de dire, dans l'obscurité, et qu'on se dit, tiens, j'écoute. Non, vous n'êtes pas venu pour écouter. Un philosophe, ça ne s'écoute pas. Un philosophe, c'est quelqu'un qui, en parlant, vous fait faire quelque chose. Alors, vous raisonnez pendant que vous m'écoutez. Après, c'est pour ça qu'on a un temps de discussion, parce que quand même, c'est juste que, en plus de l'écoute active, si vous avez des questions, vous puissiez les poser. Voilà. Quelle est la place de l'humour dans le fait de désamorcer la discussion Tant qu'on peut, tout est bon, je dirais. Tout est bon dans le con. C'est-à-dire que tout ce qui peut désamorcer le conflit est à prendre. Ça ne marche pas à tous les coups. Je pense qu'il y a des... ouais, voilà, c'est ça. Il y a des cons qui saisissent facilement la perche de l'humour. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne sont pas trop méchants. Ils ne sont pas si méchants. En revanche, je crois que quand on est dans des situations plus graves, en plus là, je veux dire, j'ai pas parlé de choses de plus grande ampleur, hein. C'est-à-dire des situations, par exemple, de travail qui ne dépendent pas seulement des individus, mais qui dépendent de logiques de plus grande ampleur. Là, évidemment, il ne suffit pas d'avoir un peu d'humour pour voilà, avoir de meilleures conditions de travail. Donc, ça ne marchera pas à tous les coups. Il y a des formes de conneries institutionnalisées qui ne réagissent pas à ça. Mais clairement, dans le rapport entre individus, bien sûr que ça peut non seulement désamorcer le conflit, mais surtout sauver chacun de nous. Il y a une technique qu'on m'a recommandée, moi je ne l'utilise pas beaucoup, mais semble-t-il qu'elle est très efficace. Ça consiste à exagérer sa propre posture. Parce que vous allez vous rendre compte de quelque chose de ridicule dans votre posture. Donc surjouer votre propre personnage, ça va être une manière de vous détacher de lui, et justement de retrouver une distance et de l'humour par rapport à la posture que vous avez adoptée. Mais ça fait partie des meilleures portes de sortie, bien sûr. Moi, je me posais la question de savoir si face à son con, on devient réellement, on va dire, moins con en jouant, en scénarisant le conflit, puisqu'on en a conscience de ce qu'on va faire. C'est-à-dire qu'il y a une perte de spontanéité. On a une technique, on va mettre en place une technique pour désamorcer. Est-ce que ça nous rend réellement moins cons ou tout simplement, voilà, on applique une technique pour que le conflit se calme? Est-ce que notre con deviendra moins con et nous-mêmes oui, alors ce qui vous gêne, c'est le caractère un peu plaqué, un peu non spontané de... ouais. Pour vous répondre de manière un peu subtile, je dirais la chose suivante. D'abord, on est parti de l'hypothèse où vous-même, vous avez perdu le contrôle, c'est-à-dire où il y a une émotion qui est en train de vous faire faire des erreurs de jugement, je dirais, ou qui vous fait même émettre des jugements qui participent de cette réduction dans l'imputation dont je parlais au début. Donc, de toute façon, on peut pas vous laisser dans l'état où vous êtes, hein. Okay, parce que face à la connerie, vous êtes dans tous vos états, comme on dit. Donc, il va falloir en sortir. Il se trouve que dans la manière dont vous avez posé la question, vous avez distingué de manière très claire, je dirais, ce qui serait de l'ordre de la spontanéité émotionnelle, d'un côté, et de l'autre, ce qui serait de l'ordre de la manipulation ou de la stratégie mentale. On peut recomposer ce dispositif d'une manière plus harmonieuse, parce que cette stratégie mentale, elle ne fonctionnera que si et seulement si elle est soutenue par, je dirais, une sincérité. C'est-à-dire que vous ayez sincèrement envie de vous en sortir, parce que sans ça, ça ne marchera pas. Si vous faites pas ça avec cœur, la stratégie soi-disant mentale, elle ne fonctionnera pas du tout. Donc, vous savez, Lacan disait à ces analysants là, qui rentraient en psychanalyse avec lui, « Je ne vous demande pas de dire la vérité, c'est bien trop difficile, mais enfin, si vous essayez, c'est quand même mieux. » C'est un peu l'idée, c'est-à-dire que il n'y a pas de technique qui marche de manière absolue. Et d'ailleurs, je ne prétends pas donner des techniques
qui seraient destinées je dirais, à être des solutions aux problèmes de nos vies. J'essaye plutôt de décrire les choses de telle manière à ce que vous sachiez, dans une situation concrète, tirer de votre propre fond émotionnel des orientations qui vous permettent justement de mieux comprendre. Donc au fond, la question que vous posez m'intéresse beaucoup parce que c'est l'articulation entre, je dirais, l'intellectualisation des choses qui participe de ce que j'appelle la conscientisation, c'est-à-dire que vous soyez averti des composantes d'une situation. C'est ce travail-là qu'il faut ramener aussi à sa composante émotionnelle. Donc les émotions, ce n'est pas seulement une sorte de chaos incompréhensible, irraisonné, qu'on devrait contrôler et, je dirais, mettre sous tutelle du mental. C'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire que l'émotion est souveraine et c'est à l'émotion qu'on donne des outils pour justement devenir intelligence, je dirais. Et d'ailleurs, on le sait aujourd'hui, l'intelligence, en fait, il existe une intelligence émotionnelle et c'est de cette intelligence-là qu'on parle, quoi. Donc, c'est vrai qu'il est absolument fondamental, ce lien entre l'émotionnel et, je dirais, l'intellectuel, quoi. Merci pour cette question. Vous êtes nombreux à avoir des mains et on a peu de micros, c'est frustrant. Bonsoir. Bonsoir. Plutôt qu'une question, c'est plutôt une réflexion par rapport à votre conférence, c'est que finalement, vous partez d'un postulat, évidemment, de départ, qui est la question de l'agir. Donc d'agir face au con. On pourrait très bien prendre le postulat inverse, comme chez les Chinois, et se dire, effectivement, de rentrer dans un wu-wei, non agir face au con, et que, après tout, la connerie, peut-être pas forcément non plus un jugement. Je puis tout à fait aussi avoir éprouvé des situations, comme vous le disiez par exemple par rapport à votre colocataire. Est-ce que c'est vraiment un jugement au final, ou plutôt un témoignage d'une réalité, d'un principe éprouvé qui dit bah oui, c'est un con, et à partir de là, on peut très bien décider soit de ne rien faire, ou voire même de fuir. Tout à fait, alors, absolument. Donc oui, au sens où les stratégies ou les modes d'action que j'ai essayé d'envisager, c'est vrai, appartiennent à une société qui, de toute façon, est prisonnière de la réaction. C'est-à-dire qu'on répond comme ça du tac au tac. Donc, à partir du moment où on ne le fait plus, on entre justement dans cette rupture qui nous fait sortir de l'action proprement dite, c'est-à-dire d'une action en réponse. Et si je le décris d'une manière peut-être trop explicitement tournée vers l'activité, des choses à faire, etc., je crois que c'est parce que, de toute façon, tant qu'on n'est pas dans une posture d'isolement dans un monastère, on va être repris par des actions et des interactions. Donc, on va être de toute façon dans ce cercle de cause et d'effet, hein, qui est justement dans le bouddhisme s'appelle le samsara, c'est-à-dire c'est un grand cycle. Donc tant qu'on est dans ce système de spirale là, de toute façon il va y avoir de l'action. De toute façon on va être ramené vers l'action. Mais réintroduire au sein de l'action l'absence de réaction, c'est-à-dire la retenue au moment où on est agressé, ça c'est le principe de base. Et là, je crois qu'il est commun justement aux deux traditions, celle du non-agir et celle peut-être d'une action d'amélioration, je dirais. Hein. Mais au départ, le ne pas réagir, c'est vraiment fondamental. D'ailleurs, il y a un exercice que j'aime beaucoup faire, c'est des journées de silence. Faites-le, ça ne coûte pas cher, vous décidez entre vous. Allez, ce week-end, on commence après le petit déjeuner samedi, et on se reparle dimanche, et vous restez en silence pendant 24 ou 48 heures. C'est incroyable, et l'une des choses qui m'a le plus marqué en faisant cette expérience-là, c'est justement le nombre de conflits qui ne peuvent pas... on les pressent, mais comme on ne peut rien dire, eh ben, ils meurent d'eux-mêmes. Voilà. C'est très intéressant. Bonsoir. Je me posais une question pour savoir si le degré d'intensité est plus élevé chez l'homme ou chez la femme.
Bah, alors ça, j'ai pas d'opinion là-dessus. Voilà. Vous voyez le non-agir? Je sais aussi. Bonsoir. Je suis là. Merci. Alors, je vous ai bien écouté là, et j'ai essayé en même temps que vous parliez, d'essayer d'appliquer les stratégies à différents cons que j'avais potentiellement en tête. Et au final, il y a une solution que j'ai pas trouvée. Alors, comment vous gérez le cas du con de passage, le con éphémère, quoi, celui qui grille le feu rouge devant au mépris de n'importe quoi et qui se fout de tout? Alors, je pense qu'on est pas mal à en voir régulièrement dans cette ville. Et je me disais, il y a les cons à qui on tient, les cons qui comptent, les membres de la famille, le conjoint, etc. Où là, on postule que même si les cons, ça peut être temporaire ou voire réversible. Et puis il y a les cons un peu plus sérieux qui nous ennuient au travail ou etc. Mais le but finalement, ce que vous recommandez, c'est quand même d'agir pour que, soit que le con arrête d'être con, ça c'est compliqué, mais au moins stopper la situation. Mais ça suppose que, vous l'avez dit, que le con au fond n'est pas si con et qu'il est capable de penser. Mais comment on fait? Est-ce que vous avez une stratégie ou autre avec le con? Allez, je reprends l'exemple du con en voiture ou en scooter, par exemple, qui, moi j'ai arrêté de m'énerver, justement. Au début, je disais, mais quand même, il est trop con, il faut quand même se rendre compte qu'il est con. Mais alors, en klaxonnant ou autre, ou en s'arrêtant au feu rouge, etc., bon, après, c'est une mauvaise stratégie, hein, parce que, je suis d'accord avec vous, si on explique au con pourquoi il est con, pourquoi c'est pas bien de griller le feu rouge, etc., ça marche jamais, on récolte de la connerie supplémentaire, voire même de l'agressivité. Mais derrière, reprendre le contact avec, entamer une discussion, etc., de toute façon, sa réponse est « mais je m'en fous, je fais ce que je veux. Pourquoi tu viens m'emmerder parce que j'ai grillé un feu rouge ?» Là, j'ai essayé au fur et à mesure que vous parliez d'appliquer les différentes stratégies. Là, je vois pas la solution. Parce que ça c'est un bon exemple, parce que la solution, elle est évidemment politique, sociale. C'est beaucoup plus grand qu'un individu. Donc, ça veut dire quoi? Le contrôle des feux rouges ne vous incombe pas à vous. C'est clair. D'accord, mais je vais y venir. Bien sûr. Donc, mais la première chose, c'est que je vais dire d'une manière qui va vous choquer, justement, pour qu'on se comprenne. Là, vous vous êtes rencontrés. C'est ça qui vous choque. C'est un effet miroir. C'est-à-dire que même si vous grillez pas les feux rouges, en fait, ce qui vous choque, c'est que vous faites attention à ne pas griller les feux rouges. Et du coup, ce que vous vivez, c'est que malgré votre attention à ne pas griller les feux rouges, vous êtes en danger sur la route. Eh bien, vous savez quoi? C'est vrai. C'est vrai. Alors, donc ça ne veut pas dire que politiquement, on ne peut pas faire des choix pour faire en sorte que, les pouvoirs publics prennent leurs responsabilités. Mais pour revenir à une situation, à un problème individuel, ce que vous ressentez là, c'est une peur, et cette peur, elle est justifiée. Que vous ayez un individu en face, là pour le coup, un conducteur, un chauffard, c'est presque pas tellement un être humain, au sens où son humanité, pour le coup, là, ça ne vous intéresse pas tellement. C'est plutôt l'un des dangers qui vous guette sur la route. À Marseille, on est près de l'état de Naples, où il n'y a plus du tout de code de la route. Plus du tout, aucun. Donc, en fait, c'est plutôt, une fois qu'on a bien compris ça, on sait mieux se débrouiller, parce qu'il n'y a aucune règle. Donc, c'est la guerre généralisée. Et donc, on fait beaucoup plus attention. J'en profite pour citer, j'ai oublié le nom de cette cité belge, petite ville belge, qui a décidé de retirer tous les feux rouges. Pourquoi? Parce que lorsque la circulation n'est plus régulée, elle devient plus dangereuse. Comme elle est plus dangereuse, les gens conduisent plus lentement, et donc, en réalité, il y a moins d'accidents. Donc, c'est en exposant les usagers aux dangers qu'ils créent eux-mêmes qu'en réalité,
ils ont réussi à le diminuer. Je ne sais pas dans quelle mesure on peut étendre ce... Voilà, les Napolitains l'utilisent à très grande échelle, mais je crois que ça reste quand même une ville dangereuse. Mais je voulais insister là-dessus, c'est qu'il y a une petite confusion dans les catégories. C'est-à-dire que, en fait, vous ressentez une émotion qui est justifiée et qui est celle du danger. Vous l'attribuez, c'est ce que j'ai dit en début de conférence, abusivement à la personne, mais en fait, vous vous en foutez de la personne. Lui, il se met en danger. Bon, je veux dire, c'est un con, après tout, c'est la vie d'un con. Il crée des dangers. Dans le bouquin, je dis, je ne sais plus, quelque chose comme ils rendent les accidents inévitables. Parce que leur comportement est trop incontrôlé. Et du coup, les accidents, normalement, ça n'arrive pas de manière nécessaire. Mais si on adopte un certain comportement, statistiquement, ils vont finir par arriver. Mais ce qui... Donc, encore une fois, je pense que là, il n'y a pas de dialogue possible, etc. En revanche, il y a une... comment dirais-je ? Il y a une acceptation de deux choses. D'une part, pardon d'y revenir, mais de bien comprendre votre émotion. C'est-à-dire qu'en fait, votre émotion, c'est que vous avez eu peur. Et donc, une fois que vous l'accueillez et que vous avez conscience que vous avez eu peur, voilà, c'est tout. Si l'accident a été grave, vous pouvez le déplorer. Si l'accident n'est pas grave, vous pouvez en profiter pour vous rappeler que la route est un espace dangereux. Mais encore une fois, c'est plutôt en vous défocalisant de la personne en face que vous trouverez les postures qui sont les plus fructueuses. Et la deuxième chose sur laquelle j'insiste, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que vous vous êtes rencontrés, c'est que, à nouveau, dans cet exemple-là, vous n'avez pas d'autre choix que que de saisir la balle au bond, c'est-à-dire de prendre l'opportunité pour vous travailler vous-même, pour travailler justement ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire la non-réaction. Vous savez, sur les... comment on appelle ça, sur les constats d'accidents, il y a cette phrase absolument sublime, « Ne nous fâchons pas, restons courtois ». C'est un truc qui est très bien placé, je trouve, parce que c'est précisément, vous êtes à peu près sûr qu'au moment où vous allez prendre ce document, vous êtes dans un état où vous avez toutes les chances de vous fâcher et de perdre votre courtoisie. Donc il y a un moment, il y a quelqu'un qui a pensé à dire, si vous êtes encore en vie pour lire si vous êtes en vie, c'est que peut-être vous avez encore les moyens d'être courtois. Si vous avez froissé un peu de tôle, souvenez-vous que ça, c'est d'une gravité relative. En général, on ne remplit pas des constats quand on est vraiment dans des états très graves, quoi. Donc je ne veux pas diminuer l'intensité des choses graves, mais je veux attirer votre attention sur tous ces moments de la vie où en fait on augmente l'intensité de ce qu'on ressent, justement à ne pas vouloir le regarder en face, à l'exporter trop rapidement vers des objets extérieurs, et y compris donc à individualiser des problèmes qui en réalité sont collectifs, sont des problèmes d'ordre politique et pas, je dirais, de responsabilité individuelle ponctuelle. En tout cas, même s'ils le sont, ça ne vous intéresse pas. Ce n'est pas intéressant de vous focaliser là-dessus. Et prendre en main, encore une fois, toutes ces occasions de liberté, toutes ces occasions de travail, en fait, de travail. Ouais. Je trouve qu'il y a quelque chose qui ressemble un peu aux arcanes de la communication non violente dans ce que vous proposez, c'est-à-dire de reformuler finalement le discours du con et de l'entendre raconter son récit. Quand on pratique cet exercice et qu'on écoute le con, qu'on lui laisse une place de narration, et que finalement une bonne partie de l'espace qui peut s'étendre, par exemple un con dans une association, ça va être quelqu'un qui de conseil d'administration en conseil d'administration répète sa litanie et paralyse l'ensemble du processus et de l'action, par exemple, d'une association. À partir de quand on peut déterminer que malgré le temps qu'on lui accorde, la force de notre écoute et de notre bonne volonté, il n'y a rien à faire? À partir de quel est ce moment où on lâche, en fait? Moi, c'est ça qui m'interroge. J'ai envie de vous dire dès le début. Dès le début. C'est de là qu'il faut partir. C'est pour ça que ça sert de faire de la connerie un concept. C'est justement,
on va partir du désespoir. C'est ça la prémisse de base. C'est que donc, nous sommes désespérés, nous avons renoncé à construire ensemble, et à partir de là, c'est là qu'on commence. Donc la différence avec la communication non violente, c'est bien que vous en ayez parlé, c'est que la communication non violente, comme son nom l'indique, n'envisage que des manières de se parler l'un à l'autre. Moi, il me semble que c'est très insuffisant, mais d'une manière générale, dans le développement personnel, il y a cette manière de traiter les symptômes de manière tout à fait isolée. C'est-à-dire, ah oui, vous vous disputez trop avec les gens autour de vous, adoptez la communication non violente, sachez ne pas parler à la deuxième personne, ne décrivez pas vos interlocuteurs, parlez de vous-même, etc. Et ça, je reconnais avec vous qu'il y a des interférences avec ce que je dis, c'est-à-dire que ça ressemble un peu. Le gros écart entre le développement personnel et la philosophie, c'est que la philosophie, elle a une ambition qui est beaucoup plus grande. Et qu'il ne s'agit pas de régler vos petits conflits là. Ce qu'il s'agit, c'est que vous preniez, vous, conscience de ce que c'est que la liberté. Et la liberté, on l'aperçoit justement quand on voit quelqu'un qui brûle un feu rouge en face de soi. Parce que c'est là que vous prenez conscience que le réel vous interpelle et que c'est à vous de prendre les choses en main, en permanence, mais y compris maintenant dans des environnements apaisés, quoi. Cette liberté, elle ne s'interrompt pas, mais elle devient très évidente à certains moments. Donc là, il y a un vrai enjeu qui est un enjeu en fait d'ordre métaphysique. Et derrière, il y a aussi un travail qui, encore une fois, est orienté pas seulement pour vous aider mieux à vivre votre vie ou être plus heureux dans la vie ou prendre la vie du bon côté, qui sont plutôt des discours de développement personnel. Moi, je m'en fous en fait de votre bonheur. Ce qui m'intéresse, c'est que, en plus, bon voilà, c'est fragile, je veux dire, c'est un truc, ça dépend, pour le coup, en termes de configuration, soyons sérieux, ne vous proposez pas le bonheur, je veux dire, c'est trop compliqué, il vous arrivera, ça arrive, parce que ça arrive comme ça, c'est comme le beau temps, quoi. C'est-à-dire ça se reconfigure, paf, il y a un nuage qui passe là, boum, et puis paf, il est juste au-dessus de la bonne mer, c'est sublime, voilà, ben, d'un coup c'est beau, et vous êtes emporté. Donc, justement, replacer les individus dans des destins qui sont collectifs, qui est un premier point, qui est un point politique, qui n'est pas du tout le propos du développement personnel, ça, la philosophie le fait. C'est-à-dire replacer la connerie, pas du tout seulement dans des interactions verbales, mais aussi dans un contexte où, en fait, l'enjeu, là, c'est de faire humanité ensemble. Ça, c'est beaucoup plus ambitieux. Et je dirais même, enfin, qu'il y a un aspect un peu métaphysique cosmique, c'est-à-dire comprendre ce que c'est que vivre ensemble, se vivre. Alors bon, c'est moins l'objet que faire des cons que d'un autre livre qui s'appelle L'école de la vie, où j'essaye d'étudier plutôt des interactions qui pensent, pour le coup, des interactions qui fonctionnent bien. Mais dans tous les cas, ce que j'essaye de développer en ce moment, qui est donc une philosophie interactionnelle, c'est fait pour attirer l'attention sur le fait que nous ne sommes pas vraiment des corps séparés. Enfin, mon corps est séparé du vôtre, je peux repartir en coulisses et vous dans le hall, etc. Mais il y a une continuité entre les individus humains, j'arrive plus à parler, qu'il faut savoir décrire et qu'il faut savoir percevoir, parce qu'on a tout à gagner à comprendre ça. On l'a vu avec la pandémie. La pandémie, ça nous a rappelé qu'en fait, on est un grand corps, on est un seul grand corps, ça circule à l'intérieur. Eh bien, en fait, les savoirs, ça circule à l'intérieur pareil, et les couacs, là, la connerie, c'est pareil. Donc, retrouver ce sens d'un ensemble beaucoup plus grand qui est fabriqué, qui était une espèce de gros individu, comme disait Spinoza, il utilise le terme d'individu d'une manière très bizarre, très extensible. C'est comprendre aussi que un con ou une conne, et vous-même, vous êtes un seul et même individu qui est en train de se déliter. Et donc, l'enjeu, ce n'est pas seulement de parvenir à vos fins au moyen d'un certain type de communication, d'une certaine rhétorique. Ce n'est pas inutile. La rhétorique, c'est important.
Mais encore une fois, ce sur quoi j'attire votre attention, c'est plus cette continuité métaphysique qui fait que, en ayant conscience de notre continuité humaine, du coup, on vit son quotidien différemment. Peut-être pas d'une manière nécessairement plus heureuse, mais réellement différente, quoi, philosophique. D'ailleurs, peut-être à un moment, il va falloir qu'on fasse une pause. Je suis frustré de ne pas avoir pu donner la parole à tout le monde, mais voilà, il y a d'autres. Vous allez entendre d'autres réflexions sur le thème de la connerie dans les médias. Je vous propose de faire 10 minutes d'entracte. Donc vous êtes libre de vos mouvements, de vos réflexions, et vous retrouverez ensuite mes collègues. Merci encore de votre attention, merci de cet échange.